Alors, donc cet atelier, c'est pour un petit peu rendre compte de l'utilisation de Claude. Alors, assez basique, hein, vous verrez un peu les prompts que j'ai écrits. Faire un petit retour sur du vibe coding pour développer un petit outil pour Polar. Alors, en fait, l'idée de départ, j'étais en train de développer une app Plotly Dash qui utilisait des requêtes Polar. Et donc, il y a plein d'indicateurs, il y a différents écrans avec plein d'indicateurs qui étaient calculés. Et à un moment donné, je me suis demandé comment on pouvait, a posteriori, évaluer la difficulté d'implémentation de ces indicateurs-là. J'en avais. Bonjour. Mélanger un instant. Oui. Je me suis posé la question de complexité d'écriture des requêtes Polar, parce que j'en avais un paquet, j'en avais une vingtaine, et ça commençait à être compliqué à maintenir, etc. Et je me suis demandé, est-ce qu'on peut mesurer un petit peu la complexité d'écriture, qui n'est pas la complexité d'exécution, hein. On est vraiment sur l'écriture. Alors c'est un vieux sujet, hein. Il y a des métriques qui existent depuis longtemps, les métriques d'Halstead, où ils ont essayé de définir un effort cognitif pour comprendre du code. Et puis, il y a un logiciel que j'utilise de temps en temps pour faire des audits qui s'appelle SonarCube, bon, commence à être ancien, là, et eux, ils définissent la cognitive complexity, donc c'est de mesurer la compréhensibilité du code. Donc, c'est des choses qui existent déjà. Et je me suis posé évidemment la question pour Polar. Alors, pourquoi on mesure la complexité du code? Alors, c'est en fait pour améliorer la qualité du code, pour baisser les coûts de maintenance, pour fournir des éléments de comparaison à l'intérieur d'une appli ou entre applis. Hein, est-ce qu'une appli est plus complexe qu'une autre à développer? Éventuellement pour allouer correctement les ressources. Hein, si on doit mettre quelqu'un sur une appli ou sur une partie d'appli, bah, si on a un instrument de mesure de ce type de requête, ça peut être intéressant. Éventuellement justifier les coûts de développement, etc. Et donc, si on prend disons, le cas particulier de Polar, alors là, c'est. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pour l'atelier? Oui. Eh bien, ça démarre. Merci beaucoup. Salut. Si on prend le cas particulier de Polar, enfin des requêtes là, sur Polar, donc j'ai mon sujet fétiche que je fais en formation professionnelle ou en enseignement, c'est les prénoms. Donc on a les prénoms US et les prénoms français. Alors les prénoms US, il y a 145 fichiers, parce que c'est un fichier par an. Et puis on voit ici un peu la requête Polars pour, disons, fabriquer un data frame avec toutes ces données. Donc, on a l'année, le prénom, le genre et le nom de naissance. Et là, le travail est assez simple parce qu'il faut juste extraire l'année du nom du fichier, puisqu'on a un fichier par an. Et puis, pour les prénoms français, on n'a qu'un seul fichier. Donc, on pourrait dire que c'est plus simple. Et comme on veut le conformer comme fichier US, ça finit par être plus compliqué. Il faut travailler sur les noms, il faut travailler sur les genres, il faut trier, etc. Et donc, la requête, bon, visiblement, elle est plus longue, etc. Et donc, on peut se poser la question, mais finalement, de combien elle est plus complexe, elle est plus complexe que l'autre. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. Et donc, l'idée que j'ai eue derrière tout ça, c'est d'utiliser les plans d'exécution non optimisés de Polar. Alors, Polar, si on fabrique un lazy frame, hein, je vous rappelle, hein, les data frames il y a deux représentations. Il y a une représentation type data frame où on a toutes les données, et puis il y a une représentation lazy frame où toutes les requêtes, il n'y a rien qui a été exécuté, qui est juste une espèce de data frame en puissance. Et donc, il y a une instruction, une méthode explain, alors avec optimizer égale false, parce qu'on veut vraiment la manière dont les requêtes ont été écrites par l'humain, qui génère un texte qui se lit de bas vers le haut. Alors, je n'ai jamais bien compris comment ça marchait, mais parce que c'est une représentation, là ils appellent ça un DSL, un Domain Specific Language. Donc Polars fournit une représentation textuelle des plans d'exécution non optimisés, et l'idée c'est d'utiliser cette représentation pour calculer la complexité d'écriture. Donc ça, vous avez le explain de la requête US,
Et puis ça, c'est le explain de la requête française, avec les données françaises. Et donc, on va essayer d'utiliser ça. Et donc, j'ai démarré là-dessus avec Claude. Et donc, je lui dis, bah, je veux implémenter un outil qui mesure la complexité d'écriture des requêtes Polar. Je précise que ce n'est pas la complexité d'exécution. Et puis, je lui dis que je veux utiliser les iframe explain pour le faire sur le texte brut qui est produit, etc. Et puis, je donne un exemple. Donc, ça, c'est tiré de mon application Plotly-Dash. J'ai copié-collé le explain d'une requête simple. Et donc, Claude réfléchit et il me sort ça. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bluffant. Donc, il me sort un texte assez long qui explique un petit peu ce qu'il envisage de faire. Il n'y a pas de code qui est produit. Et au milieu de tout ça, il y a un dessin, j'avoue, que j'ai trouvé assez extraordinaire, enfin en tout cas produit par une machine, quoi, parce que ça synthétise vraiment ce que j'avais en tête. Hein. On a ici à gauche le plan d'exécution représenté. Ici, il explique, ben, finalement, on va extraire de tout ça, comme ça, signal breakdown, hein, on va extraire des indices, hein, les opérations de comptage, de filtrage, les méthodes chaining, les valeurs uniques, les agrégations, les valeurs littérales et le bonus. Et puis on va mettre un poids à tout ça, et puis on va sommer tout ça, et on va calculer un score. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Et il a produit ça comme ça, avec la requête, le prompt initial qui était assez général, quoi. Il n'était pas très aussi spécifique que ça. Et il a rajouté quelque chose auquel je n'avais absolument pas pensé, c'est définir des niveaux. Donc il appelle ça tier. Et donc il propose 5 niveaux avec des seuils là, entre trivial, simple, modéré, complexe et très complexe. Et ça, c'est quelque chose en plus qui n'était absolument pas, que je n'avais pas du tout imaginé. Alors pour la petite histoire, ce truc-là, j'y avais d'abord réfléchi la veille le soir, j'avais demandé à ChatGPT, et il m'a sorti tout de suite un truc assez compliqué. Il transformait les plans, les explain plans, il les transformait en JSON imbriqué parce qu'il y a des niveaux d'indentation. Et il voulait, il calculait des coûts dès qu'on descendait d'un niveau, etc. Et bon, je n'étais pas très séduit, donc c'est pour ça que le lendemain, je me suis dit, je vais faire ça avec Claude, et je reconnais que, bon, avec ce schéma, Claude a remporté le morceau. Voilà, c'est comme si on avait soumis le même problème à deux personnes, et puis il y en a un qui vous fait un dessin qui représente exactement ce qu'on a en tête. Bon, voilà, quoi. Il a emporté le morceau. Et donc, on continue, et donc maintenant, on va passer à l'implémentation. Donc là, c'est un peu la conception, quoi. L'implémentation, et alors là, j'ai une autre idée qui est que, alors voilà un peu le schéma de Polars. Hein. Donc, l'humain écrit la requête, et puis ensuite, la requête, elle est transformée justement en plan logique, et ensuite optimisée, qui est transformée en plan physique, et qui finit par être exécutée. Et l'idée que j'ai, c'est que toute cette partie-là, elle est faite par la méthode collect. Hein. On prend un lazy frame, on fait collect, et le collect fait tout le boulot. Et donc, je lui dis, eh ben, parce que moi, je veux pas simplement avoir les iframes et faire explain derrière. Je veux que ça puisse pouvoir le faire sur une application qui tourne, parce que, qui tourne en mode test. Mon idée, c'est que comme c'est une appli Dash, je vais faire tourner l'appli Dash, je vais jouer avec quelques indicateurs, enfin voilà, et donc je veux que ça puisse se faire en live, quoi. Et donc, c'est l'idée que j'ai. Mais je ne dis pas tout, hein, je dis simplement, voilà, donc je veux temporairement réécrire la méthode iframe collect pour qu'il lance le scorer, et puis ensuite, évidemment, il retourne le collect initial. Voilà un peu l'idée. Et donc là, alors Frédéric, je ne te pose pas la question, on a quelqu'un dans la salle, Python, je peux le lire. Les contexte managers, ça vous parle? Pas du tout. Bon, alors voilà, micro-slide le rappel sur les contexte managers. En Python, il existe un système qui s'appelle les context managers, qui sont introduits avec le mot-clé with. Par exemple, quand on ouvre un fichier, on fait with open file, et puis hop, et puis dès qu'on sort du with, le fichier se ferme tout seul. Alors, un autre exemple plus simple, enfin plus visuel avec Matplotlib.
on peut écrire with, et puis on définit le style dans lequel on veut faire le dessin, le graphique. Donc là, c'est Seaborn, enfin le style Seaborn. On fait, ici, on met les instructions de dessin et on fait le dessin. Et une fois qu'on est sorti de ce truc-là, eh ben, il remet les paramètres par défaut. Et donc, si je refais le même dessin, ben, j'ai ce dessin-là avec les paramètres par défaut. Donc, c'est une espèce donc le context manager, c'est un mécanisme général dans Python qui permet de faire ce genre de choses. Et donc c'était juste un petit rappel là-dessus. Et alors, moi, je n'ai jamais écrit de context manager. Hein. J'utilise ceux qui existent quand j'y pense, mais j'en ai jamais implémenté moi-même. Et là, Claude me dit ah bah, c'est un clean use case for a alors j'aime bien sa formulation, un clean use case for a context manager. You want to monkey patch basic frame collect temporarily, run the subcover as a side effect, and then restore. Donc on va changer la méthode collect de la classe LazyFrame pour être capable de scorer la complexité de la requête. Et puis ensuite, on va restituer le collect normal pour que tout se passe comme avant. Et donc, il me met du code. Alors, on importe complexity collect du package qu'il a créé. Et le code intéressant est ici. Il me fabrique une liste qu'il appelle capture, une liste vide. Et puis, il me fait with complexity collect. Donc, on comprend qu'il y a une fonction qui a été créée. On va voir un peu comment ça marche. Il me fait un callback qui est capture.append. Donc, ça, c'est la méthode append de la liste capture qui est ici. Et puis, dedans, il écrit juste on a 2 LazyFrames, on fait collect, on calcule 2 data frames, voilà. Et il met en commentaire, dans capture, une fois qu'on sera passé par là, et ben dans capture, il y aura les 2 complexity results, donc les 2 résultats de calcul de complexité faits par collect, qui ont été injectés là-dedans, parce qu'on a injecté dans la liste capture, parce qu'on a mis ici un capture.append, et puis le DF1 et DF2, les 2 data frames, ils existent. Alors comment c'est fait? Là, il y a un côté un peu magique, hein, voilà. Alors, comment c'est fait? Eh bien, il définit, on a l'implémentation de la classe Context Manager. Alors, ça, pas la classe, pardon, la fonction Context Manager. Alors, bon, elle prend un certain nombre d'arguments. On va juste détailler ici. Donc, il commence par sauvegarder le collect initial, donc la méthode collect de LazyFrame, il la met dans une variable qu'il appelle original collect, il ne faut pas le perdre. Ensuite, il définit une nouvelle méthode, une nouvelle fonction ou méthode qui s'appelle instrumented collect, voilà, dans lequel alors on calcule le résultat de complexité, et puis si on a un callback, on l'envoie dans le résultat dans le callback. Donc là, typiquement, le callback, ici, c'est capture.append, et ben on va faire capture.append de result. Et donc le result, il va être appendé dans le capture. Donc ça, il a défini ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On retourne l'original collect, parce qu'il faut retourner le résultat de la méthode de base de LazyFrame. Donc ça, c'est ce que fait, c'est la définition de la fonction instrumented collect. Et qu'est-ce qu'il fait par derrière? Eh bien, il l'affecte au LazyFrame collect. C'est-à-dire que maintenant, le nouveau LazyFrame collect, c'est ce truc-là. D'accord? Et donc, quand on va l'exécuter comme ça, eh ben, donc il le sauvegarde, il le remplace par celui-ci, et celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte les résultats dans le callback s'il y en a un, et puis il retourne le bon résultat. Et puis ça, c'est juste la fin donc de tous les context managers s'écrivent comme ça. Et on a un finally. Alors le finally, ça fait qu'à la fin, quand on en sort, on restitue l'original collect. Donc l'original collect vient se remettre dans le collect de LazyFrame. Hein. On remet la méthode initiale. On rend les choses dans l'état dans lequel c'était avant qu'on y rentre, comme avec Matplotlib. Hein. Les paramètres par défaut sont remis. Et puis, c'est dans un finally, parce que si par hasard il y a un break, ou il y a une erreur, ou il y a je ne sais quoi qui se passe dans tout ça, et ben ce truc-là sera quand même exécuté. Et donc, on ressort en ayant laissé l'environnement propre tel qu'il était avant. Voilà, donc il me sort ça, et ça marche. C'est-à-dire qu'on importe, alors bon, on importe complexity collect, je fais pareil, capture, je fais ici, je mets un callback capture append, et puis je fabrique le LazyFrame US que je collecte, j'affiche sa shape, LazyFrame français, je collecte, j'affiche sa shape, et puis ici derrière, je récupère
capture 0, donc le premier élément, ça va être fait pour les US, et puis le deuxième, 1, c'est pour les Français. Et il m'affiche ça. Donc, on a les deux datasets qui ont été créés. Le US, il y a 2 millions de lignes, le français, il y a 700 000 lignes. Et il a calculé la complexité. Alors, avec ses normes à lui, hein, enfin, avec les poids qu'il a mis. Et donc, le US, il fait 9,5 et il est simple. Et le français, il fait 13,5 et il est modéré. Voilà, donc ça marche. Hein, après, une fois qu'on a du code, hein, il n'y a plus qu'à mettre ça dans le code pour être capable de le faire. C'est déjà pas mal. Alors, moi, j'ai toujours. Alors, juste avant de la suite, j'ai quand même regardé un petit peu ce qu'il a proposé et il y a des choses assez étonnantes. Donc, il a proposé un paramétrage souple mais incomplet. Donc, les poids, il propose de les mettre dans un gros dictionnaire, la weight, et puis en disant je vais pouvoir les changer. Et donc, ah non, mais ça n'arrête pas votre truc là. C'est le dernier élément. Désolé. Les poids, on va pouvoir les changer. Et donc, il les met dans une variable dans le code. Et il propose un truc assez intelligent qui est ici. Il propose qu'on puisse les écraser avec cette formule-là qui est un peu abscon, je reviendrai dessus. C'est-à-dire si on veut changer un poids, on n'est pas obligé de remplir entièrement le dictionnaire. On peut changer que quelques clés du dictionnaire. Et avec cette formule-là, les valeurs supplémentaires vont venir écraser les valeurs par défaut. Donc, c'est ce qu'on appelle un paramétrage souple. Donc, ça, c'est assez intelligent. C'est à la fois paramétré et à la fois, on n'est pas obligé de tout mettre. On peut mettre juste celle qu'on veut changer. En revanche, là, il y a la classe complexity result. Et dans la classe complexity result, il y a comment dirais-je, la méthode pour calculer le niveau de complexité. Et là, c'est en dur dans le code. Les valeurs, elles sont hard-codées. Voilà, c'est dans le code. Hein. 5, 12, 22, 35. Si on veut changer ça, il faut taper dans le code. Voilà, donc c'est assez étonnant. C'est-à-dire que d'un côté, il propose un paramétrage souple, et puis de l'autre côté, pour un autre aspect que lui a inventé, parce que moi, je n'avais pas du tout ça en tête, il met les valeurs en dur dans le code. Alors évidemment, dans le code final, j'ai évidemment rajouté un threshold, là, donc un autre dictionnaire comme ça. Et ici, on a une autre façon de l'écrire. Alors, c'est l'opérateur pipe qui permet de faire ça. Hein, où on va venir faire de la fusion de dictionnaires où les valeurs de droite vont écraser celles de gauche. Ça a été introduit en 2020 en Python 3.9. Et bon, on est en 2026, 5-6 ans après, et lui il écrit la méthode qui est là, qui est un peu cryptique, où on déplaque les clés valeurs, etc. Donc là encore, là on se retrouve pour en discuter, les LLM qui ont appris sur du code éventuellement ancien, et donc total, on se retrouve avec des formulations qui sont un peu cryptiques, enfin, en tout cas un peu dépassées. Et alors, donc ça marche, mais ça marche pour un programme où on va aller faire un script, disons. Mais moi, je veux le faire pour mon appli Plotly Dash. Et donc, je lui demande mais où les logs sont sauvés, comment ça va marcher. Moi, je veux le faire tourner dans un environnement de développement. Et en gros, dans mon environnement de développement, j'ai envie de faire un truc du type with complexity collect, run l'appli Dash dans ce machin-là. Je lui dis, mais bon, comment je vais m'y prendre donc là, je lui demande un peu le manuel utilisateur de ce qu'il a fait, adapté à Plotly Dash. Alors, il me dit, non, mais pas de problème pour Plotly Dash. Donc, il comprend bien que donc, quand on n'est pas en prod, il me fabrique un login, parce que dans son implémentation, il y a la possibilité de mettre des logs. Donc, on fabrique un login. Donc, ça, c'est la cuisine Python pour gérer du logging. Hein, c'est une librairie système. Et puis, à la fin, on charge la librairie, on crée un contexte, et en fait, on n'est pas obligé de faire with, on peut aussi faire enter. Alors, c'est underscore, enter, underscore, underscore. C'est l'équivalent du with. C'est-à-dire que là, je vais entrer dans le contexte. Donc, en entrant dans le contexte, on va patcher la méthode collect, etc., etc. Voilà. Il propose de faire comme ça. Alors, donc, bon, ça, je savais pas trop. C'est les logins comme ça. Je trouve que c'est pas facile à parser après, parce que bon, là, on a le temps, on a le nom, je sais pas quoi, on a le niveau de
le niveau là, c'est info. Et puis après, on a le message, mais dans le message, vous voulez mettre plein de trucs. Moi, je veux avoir le timestamp, le timestamp, on l'a là, mais je veux avoir le niveau de complexité, la valeur, et puis éventuellement d'autres infos. Et donc, comme là, ça ne va pas être très gros, je préférerais que les traces soient en JSON. Et donc, je lui mets, est-ce que ce serait plutôt possible de générer du JSON en me disant, je veux un dictionnaire par ligne. Et puis, je lui donne un exemple. Donc, je veux le timestamp, je veux le niveau je veux la valeur de la complexité, je veux le niveau de complexité. Et puis là, tu me rajoutes le code du DSL, parce que comme ça, le code produit, enfin, le code d'explication, comme ça, on saura quelle valeur correspond à quelle requête. Parce que moi, dans mon appli, j'ai 20 requêtes. Il faut être capable de raccrocher l'une à l'autre. Alors après, j'ai rajouté le caller, donc la fonction qui appelle la requête, mais là, ce n'était pas comme ça. Et donc, je lui demande comment on peut faire pour ce truc-là. Et là, il m'invente une nouvelle classe qu'il appelle JSON L File Handler. Alors, ce n'est pas du JSON, c'est du JSON L, parce que c'est une ligne, un dictionnaire JSON par ligne. Donc, c'est du JSON L, précisément. Donc, il me crée cette classe-là. Alors, on verra après le détail de la classe. Il me crée un handler, donc une instance de cette classe-là, et il passe le handler directement dans le callback. Alors, ça m'étonne, parce que le callback, c'est censé être une fonction ou une méthode. Et je me dis, mais comment un objet peut être envoyé dans le callback? Alors, on verra ça dans l'implémentation. Et je vous montre ça après, mais avant, il y a quand même un truc là qui me dit. Et ensuite, c'est facile pour lire les logs. Il n'y a qu'à utiliser Panda. Alors, je suis en train de faire du Polars, j'arrête de faire du Panda, je fais une librairie pour Polars, et il ne trouve pas mieux que de me proposer Panda pour relire les logs produits par l'appli. Voilà, donc ça, c'est encore, on tombe des nues, c'est-à-dire d'un côté, il est capable de faire des schémas d'architecture, de principe assez balèzes, il est capable de faire des context managers, il est capable de comprendre tout un tas de choses, et puis, pof, là, on se retrouve dans du Panda. Bon, évidemment, dans la version finale, j'ai mis un README avec du Polar. Alors, on va regarder 2 secondes la JSON L Filander, parce qu'elle est vraiment très forte, enfin, ça va être pas mal. Donc, c'est une classe, et de la classe, il a défini la méthode call. Call avec 2 underscores. Alors, ça, c'est des internes de Python. C'est quand une classe a une méthode call, en fait, ça le transforme en callable. Et donc, ça veut dire qu'une instance, on va pas lui mettre parenthèse ouvrante fermante, mettre éventuellement des arguments, et donc l'objet devient callable. Donc, c'est ce qui fait que l'objet, ici, on peut le mettre directement dans le callback. Et le call, il fait pas grand-chose. Il fabrique un record avec le timestamp, et puis le reste, c'est les infos qui sont tirées du résultat. Le total, le niveau. Breakdown, c'est le nombre de points par différents types d'opérations. Le plan d'explication. Et puis le caller, j'ai rajouté ça après, c'est la fonction qui a appelé le collect. Et puis éventuellement d'autres infos si on veut. Il fabrique la ligne du dump JSON de ce truc-là. Et puis ensuite, il n'y a plus que faire un append dans le fichier. Alors, l'append dans le fichier, il y a 2 with. Alors, c'est intéressant, là, on est en train de réviser les context managers. Alors, le with d'en bas, le plus profond, c'est with open machin, c'est le truc classique. Hein, on ouvre le fichier en mode append et on va mettre la liste dedans. Mais ici, vous avez un with self.lock. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et alors là, il faut remonter ici dans la définition de l'instance de init de JSON Filander. Il me crée un set.lock, enfin un underscore lock, là, threading lock, save for dash threaded request handling. En fait, ce qui se passe, c'est que dash, c'est donc un système de dashboard, et les widgets se mettent à jour en parallèle, et donc les requêtes polars vont éventuellement s'exécuter en parallèle. Et donc, si les requêtes polars s'exécutent en parallèle, éventuellement, il va y avoir conflit sur la ressource d'écriture de la trace JSON. Et donc, le log, c'est simplement un sémaphore qui va empêcher tous les machins d'écrire en même temps. Ils vont écrire dedans un par un. Et là, voilà, dans ce prompt-là, on ne parle absolument pas de Dash. J'en ai parlé dans le prompt d'avant. Et il s'en est souvenu, je ne sais pas quoi, difficile à dire, mais en tout cas, il a intégré cette contrainte-là et il a intégré le fait que dans Dash, les callbacks, c'est les callbacks de l'application Dash, du système Dash qui déclenche les widgets, sont exécutés en parallèle et qu'il y en a besoin. Voilà, alors
à la fois, on a du Panda qui est proposé dans un projet Polars, et à la fois, il est capable de mettre en place des mécanismes qui font que ça va marcher et qu'on ne va pas se retrouver avec des fichiers écrits en parallèle avec des conflits d'accès ou je ne sais quoi. Voilà, enfin, voilà, il y a des côtés très forts dans ce qu'il fait, et puis à côté de ça, il y a des choses étonnantes. Et donc voilà ce que ça donne. Donc, une fois que on lit le fichier, on manipule un petit peu, etc. Puis ça donne ça. Donc, mon appli, bon, ben voilà, il y a des requêtes simples, modérées, complexes, et puis il y en a une qui est très complexe. Ça marche bien. Et donc là, je suis content. Donc, j'ai fait ça, c'était la matinée, je vais déjeuner. Et puis, quand je reviens déjeuner, je me dis, ah, c'est pas mal ce truc, je pourrais bon, je ne peux pas en faire une libre non plus, mais le mettre à disposition, etc. Mais il faudrait qu'il vienne avec un exemple. Parce que là, c'est mon appli, etc. Et donc, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire, proposer comme exemple qui montrerait l'intérêt du truc. Et j'ai une nouvelle idée, c'est que Polars, il propose le benchmark TPCH. Donc, pour illustrer la super performance de Polars, donc Polars, là, donc c'est un gros benchmark qui est indépendant de Polars, où il teste dessus tout un tas de librairies. Et Polars met 8 secondes à traiter les. Alors, il y a 22 requêtes. Polars met 8 secondes à les traiter, tandis que Panda met 207 secondes à les traiter. Donc, en gros, 25 fois plus lent. Donc, ils font un peu leur pub là-dessus. Et je me dis, bah, finalement, ça serait quand même vachement bien que ma petite lib soit accompagnée d'une démo avec ce benchmark. Alors, juste pour exemple, voilà la requête numéro 1, donc il y en a 22. Donc, celle-là, c'est la numéro 1. Bon, elles sont assez meumeux. Hein. Donc, il y a une table qui s'appelle line item. On fait du filtrage, il y a du group by avec plein de calculs d'agrégation, des sommes, des moyennes, etc. Puis à la fin, on trie. Donc, c'est des trucs, bon, ça, il y a quand même, un peu de travail derrière. Et donc, bah, hop, je vais voir Claude et je lui dis, dans le GitHub de Polar, il y a un répertoire de benchmark qui utilise PyTest, voilà. Comment je pourrais faire tourner mon système de complexité sur ce jeu de requêtes? Voilà, pour avoir alors je mets un working example independently from my own dev. Hein, l'idée, c'est d'avoir un exemple un peu plus, parce que sinon, c'est que des exemples jouets dans l'ennemi, c'est pas très intéressant. Et donc, il réfléchit et il me fait plusieurs trucs. Alors, d'abord, il scanne le repo et il trouve un répertoire meilleur que celui que j'ai proposé. Moi, j'ai regardé le truc vite fait, j'ai vu qu'il y avait un PyTest avec ça. Il me dit non, il y a mieux, il y a un meilleur repo avec toutes les requêtes pour faire ça. Et il me dit, dans ce repo, il y a les 22 requêtes, donc on va pouvoir faire avec effectivement tout un tas d'opérations. Donc, on va pouvoir faire le travail. Et il me dit, il y a donc deux parties. Il faut cloner les requêtes, etc. Et puis ensuite, il faut les scorer sans réellement faire tourner les requêtes parce qu'on n'a pas besoin des données. Et pour enfoncer le clou, il me met ce truc-là. Il me met the key design decision is the mock scan. Et en fait, l'idée, c'est que ce benchmark, il a besoin de centaines de gigas de data pour tourner. Mais moi, j'ai besoin, cette librairie, elle n'a pas besoin des data. Elle a besoin d'être capable de faire tourner le collect sur la structure des données et juste parce qu'on a besoin que de calculer le plan d'évaluation non optimisé, le explain non optimisé. Et donc l'idée qu'il a, qui est vraiment géniale, c'est on va imiter les scans parquet qui sont utilisés là-dedans en faisant des data frames vides, mais qui auront la bonne structure de données. C'est-à-dire qu'on auront les bonnes colonnes avec les bons types, etc. Et donc ça se fait. Alors, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a quand même de l'architecture derrière et tout. Mais la face intéressante, il me fabrique une représentation des schémas de TPCH, là, de la base. Donc, on a les 8 tables. Et puis, pour les tables, j'ai un dictionnaire avec les colonnes et les pseudotypes qui sont mis en chaîne de caractères. Et ensuite, la fonction mockscan, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne un chemin. Alors, il y a machin, point parquet. Donc, hop, il fait ce qu'il faut pour
pour trouver la table qui va avec. Il fait le mapping des types, parce que là, c'est des pseudotypes, il les bascule en vrai type polar. Et il retourne quoi? Il fabrique un data frame avec les bonnes colonnes, et pour chaque colonne, il met ici, vous avez la liste vide, il n'y a pas de data. Donc il fabrique des tables polars, voilà, et après ça, il le transforme en lazy, il le passe en lazy frame, puisque dans le code, c'est comme ça que ça marchera. Et ensuite, il réécrit scan par cœur, je ne sais pas pourquoi scan CSV également, il me remplace scan par cœur, scan CSV par mode scan. Un peu ce que faisait le context manager, mais là, on ne le fait pas dans le context manager, il fait une démo à part dans laquelle on va écraser ces deux fonctions de lecture des datas par des fonctions qui imitent les tables. Voilà. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable. J'aurais absolument pas peut-être. Alors, je me serais peut-être. Enfin voilà. Après, voilà quoi. Je me serais rendu compte. Ah mince, il faut charger toutes les datas. Comment je vais faire? Est-ce que voilà. Puis bon, peut-être que sur ma machine, le truc il met pas 8 secondes, il va mettre 8 heures à tourner. J'en sais rien. C'est des requêtes très lourdes. Et là, il a l'idée de finalement de faire une espèce de bouchon sur le système de lecture des datas pour simplement avoir la structure avec les bons types, et puis c'est tout. Et donc ça marche. Et donc il y a un script, il va fabriquer un script qui s'appelle Score TPCH, qu'on peut lancer, et boum, toutes les requêtes sont exécutées. Bon, alors elles sont dans l'ordre alphabétique, donc c'est pas l'ordre numérique. Ici, il y a le score, et puis ici, il y a le niveau. Voilà, et il me dit, donc on a écrit les 22, alors ça tourne, c'est instantané, hein, on fabrique 22 lazy frames sans data, ça tourne dans la seconde, et il me dit, le complexity range, ça va de 19 à 99,5. Alors ça, je trouve ça assez marrant, c'est purement comment dire, fortuit. Les scores de complexité, là, les poids, il les a définis le matin. Là, on est, je sais pas quoi, il est 3 heures de l'après-midi ou 4 heures. Et je prends ce gros bench qui est utilisé par Polars pour s'exemplifier et ça ne dépasse pas 100. En réalité, si un jour vous avez une requête qui dépasse 100, c'est comme l'eau bout à 100 degrés. Hein. Si un jour vous avez une requête qui dépasse 100, en utilisant évidemment les poids par défaut, vous vous dites qu'au-dessus de 100, vous êtes plus complexe que la plus complexe des requêtes de ce bench. Bon, c'est juste anecdotique, mais c'est assez marrant. Et donc, la gagnante, c'est la Q7, hein, 99.5, elle est là. Et donc, effectivement, elle prend en compte quasiment toutes les tables. Hein. Il y a 7 tables. Et puis, elle fait des jointures entre toutes ces tables, plus des fils, des machins, etc. Alors, effectivement, comme la jointure, le coût, il est de 5, c'est évidemment normal qu'on ait un truc comme ça. Après, on peut éventuellement changer, mais après, si on change les poids, on réexécute tout, toutes les requêtes seront évaluées avec ce même poids. Voilà. Et puis donc, on obtient ça. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même schéma que mon appli. Hein. Il y a peu de requêtes modérées et complexes, et puis il y en a 15, sur les 22, il y en a 15 qui sont pricées, entre guillemets, très, très complexes. Voilà. Alors, la conclusion là-dessus. Ah non, juste avant la conclusion, oui, donc il m'a été. Bon, après, donc c'est sur GitHub, hein, il y a un repo qui s'appelle Polar Query Dev Complexity, dans lequel il y a le module, disons, et puis le script pour une démo. Il y a une démo avec des choses assez simples, et puis il y a le script pour scorer ce truc-là, mais il faut avoir le répertoire avec les requêtes. Quoi. Voilà. Il faut aller le cloner. Quoi. Voilà. Et puis, total, j'ai obtenu que ce truc-là soit mis sur Awesome Polar. Donc, Awesome Polar, c'est un repo qui est géré par quelqu'un, là, et qui recense un peu toutes les librairies intéressantes autour de Polar. Le truc, il est long comme le bras. Bon, maintenant, j'ai rajouté une ligne. Alors, ma conclusion là-dessus, alors c'est vraiment excitant. Hein. On a une créativité qui est décuplée. Hein. Ce qui prendrait des jours se fait en quelques heures. Ça s'est fait dans la journée. En réfléchissant a posteriori, je pense qu'il m'aurait fallu une semaine pour faire ça et je l'aurais seulement moins bien fait. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que ça permet d'apprentissage du coding avancé. Hein, quelque part, en principe, les meilleurs standards de conception et de codage sont à votre service. Et donc, si vous regardez le code qui est produit, ça vous apprenez des trucs et ça peut vous donner des idées. Quoi.
tout n'est pas délégué à la machine, on peut quand même s'informer. Après, il y a des limites, la production est inégale. Vous avez vu hein, les trois exemples, des valeurs hardcodées, le panda et puis du vieux Python. Voilà, bon, on voit qu'il y a encore des choses. Voilà. Et donc ça me fait penser à un article qui est sorti en 2023 dans la Harvard Business Review. Donc l'article est assez long, le titre il est long comme le bras. C'est Navigating the Jagged Technological Frontier. Donc Jagged, c'est en hachure, quoi. Comment? En dents de scie, voilà, exactement. Et donc là, on a vraiment, pour moi, la Jagged AI Frontier, hein, c'est-à-dire que il est capable de faire des choses, des choses de très bon niveau, et puis à côté de ça, de passer à côté d'autres choses. Et donc, pour moi, la solution, c'est le contrôle humain. Voilà. Donc, de garder un human in the loop. Après, peut-être que, comment dirais-je, l'autre solution, mais ça, je ne suis pas assez fort là-dessus, c'est est-ce que c'est pas comme pour la génération d'images, qui est un générateur et un discriminateur, et donc d'avoir un autre agent, alors on n'est plus dans du compte comme ça, là, d'avoir un agent qui viendrait contrôler ce que fait le codeur, l'agent codeur, pour dire si c'est bon ou pas dans les pratiques, machin, etc. Voilà, ça pourrait être, peut-être que ça pourrait être ça. Voilà, voilà. Écoutez, on propose qu'on échange quelques minutes sur le sujet. En tout cas, merci. Tu l'avais configuré comment, Claude? Vraiment, Claude de base, c'est même pas le payant, hein, c'est le Claude. C'est Claude, Claude gratuit. J'ai pas mis de fichier Markdown pour le paramétrer. Je l'ai fait de façon un peu, comment dirais-je, c'est naïf. Voilà. Et tu l'as fait via quoi? Via Visual Studio, via Cursor? Non, 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 je l'ai pas intégré dans le code parce que quelque part, enfin, moi, je suis encore en fonctionnement, justement, on en parlait avec Frédéric. Je suis encore en fonctionnement. Bon, moi, j'aime coder, donc après, j'ai repris son code et puis j'ai fini par retoucher son code moi-même. Enfin, voilà. D'accord, mais pour l'instant, tu étais juste avec le chat et tu copiais-collais ce qu'il te proposait dans le chat. Non, il m'a proposé des fichiers entiers. D'accord. Non, je suis parti des fichiers entiers. En fait, il m'a proposé au départ un fichier où il y avait le code de la librairie, disons, enfin, du module, et il y avait ensuite intégré, il y avait la démo qui était intégrée dedans. Donc ça, j'ai séparé les deux. Donc j'ai mis le code pour la démo avec plein d'exemples, etc. C'est-à-dire que si tu le lançais si tu le lançais en ligne de commande, il exécutait la démo. Okay. Je sais pas, j'ai viré la démo, je l'ai mis là. Et puis ensuite, le TPCH, il m'a fait un autre script. Donc le TPCH, je n'ai pas touché. Voilà. Et par contre, le code de base, je l'ai audité, enfin, je l'ai regardé, et il y a des trucs qui ne me plaisaient pas. Et ensuite, oui, soit j'ai recodé moi-même, soit je lui ai demandé de faire des choses. Enfin, donc tu ne l'as même pas utilisé en mode agentique, là, tu l'as utilisé non, c'est vraiment, voilà. Et le retour, là, c'est plus le. J'ai pas voulu, enfin, c'est pas l'idée n'est pas faire un retour enfin, je pense que Frédéric, tu serais capable de faire un autre talk sur comment utiliser du code, du Claude de façon plus agentique en intégrant effectivement Visual Studio, etc. Là, je trouve que c'est intéressant, c'est ce qu'il est capable de faire d'un côté et puis ce qu'il n'est pas capable de faire ou ce qu'il n'a pas forcément fait au mieux de l'autre. Voilà, c'était ça que je trouvais intéressant à présenter. Je sais pas, Frédéric, qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais, bah, comme tu dis, en fait, là, tu l'as utilisé effectivement dans le cadre du chat, Claude. Donc, tu es face à un modèle qui est très généraliste, qui te répond de façon pas très guidée, pas très cohérente. En fait, t'as pas effectivement le harnais agentique derrière qui te permet d'obtenir un code qui est plus qualitatif. Tu gagnerais beaucoup à faire tout ça effectivement avec un Cloud Code, une extension agentique dans VS Code. Alors c'est un autre mode de fonctionnement parce qu'effectivement, bon, je reconnais la personne qui connaît parfaitement son outil, le Python sur le bout des doigts, le Polars plus que n'importe qui, et qui donc
un petit peu de mal à laisser faire la machine. Euh, mais en l'occurrence, là où ça devient vraiment ultra puissant, c'est qu'effectivement, une fois que tu as pris l'habitude finalement de spécifier ce que tu veux et de le laisser faire, tu vois là où il fait des erreurs et tu peux l'améliorer parce que tu vas lui donner, tu vas lui dire, bon, là tu as fait une connerie maintenant, mais ça, soit dans son fichier Markdown, cloud.md, qui est le truc qu'il va prendre à chaque fois qu'il démarre, soit directement dans ce qu'on appelle un skills. Là, tu vas lui dire, voilà, la prochaine fois, tu fais plus jamais ça et tu mets ça dans ta compétence. Et il va stocker quelque part le fait qu'il ne doit plus faire ça comme ça. Encore plus fort, évidemment, tu peux aller télécharger des skills qui existent. Tu as des guidelines autour de comment on code bien en Python, etc. Alors moi, j'avoue que je suis pas super fan parce qu'à chaque fois que je vois un skills qui est écrit par quelqu'un d'autre, en fait, c'est pas mes normes de développement, c'est pas ma façon de faire. Il y a toujours un truc qui me chagrine. Mais en fait, c'est ultra facile de. Enfin, ça demande du travail, mais c'est quand même ultra facile de démarrer une session avec zéro, rien du tout et de lui faire écrire son skills au fur et à mesure que tu interagis avec lui. Et du coup, à la fin, tu as, ton environnement de développement avec tes méthodes à toi qui va appliquer et dans lequel, après, c'est quasiment parfait, tu pas grand-chose à modifier. Reste que malgré tout, il arrive encore à faire des conneries ou des trucs assez bizarres où des fois, il t'invente des trucs ultra compliqués, tu comprends pas pourquoi. Des fois, c'est compliqué et génial, mais sauf que c'est immaintenable derrière, donc t'en veux pas. Et le dernier truc que j'ai utilisé récemment, qui est une tuerie, c'est franchement très simple. Andrzej Karpati a sorti un skills qui tient en 60 lignes, 4 principes, et en gros qui dit à Claude, maintenant tu fais simple, tu fais pas plus que ce que je te demande. Quand je te demande un truc, tu prévois à l'avance les tests que tu vas faire pour vérifier que ça marche. Et franchement, depuis que je l'ai mis en place, c'est impressionnant comme ça. Il est beaucoup plus efficace, straight to the point. Son code est beaucoup plus clair et plus facile à lire. Donc ça, je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas eu passer, c'est un truc vraiment très chouette. Donc Donc, finalement, tu as trouvé un skill qui correspond à ton mindset, quoi, disons, ouais, ouais, ta bah façon de maintenant, coder. j'avoue, ça c'est peut-être une limitation de ma part, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à aller chercher. Enfin, tu sais, c'est un peu comme les prompts. Quand c'était le grand moment du prompting, tu recevais tous les jours, il y avait des mecs qui te sortaient les 100 meilleurs prompts de machin, de trucs. Et en fait, c'est impossible de trouver celui qui te va, ou alors faut vraiment pas être focus sur la qualité. Les skills, c'est pareil. T'as des sites de skills, t'en as des milliers, et t'es là, mais ok, mais en fait, ça ne me correspond pas. Et en fait, vaut mieux partir de son propre besoin et de l'itérer. Ça demande plus de travail. C'est très individuel finalement. C'est pas trop un truc. Enfin, j'ai pas encore réussi à faire ça en équipe aujourd'hui. Mais indéniablement, tu construis ton propre harnais par rapport au modèle agentique et ça te donne des résultats vraiment bluffants, quoi. D'accord. Et donc, celui de Caparty, là, tu l'as modifié ou tu le prends tel quel ou tu en as rajouté un autre à côté? Comment ça Ouais, je l'ai marche? pris tel quel. Je l'ai pris tel quel parce qu'il est vraiment très simple, très bien construit et hyper clair. Il marche bien très bien. Je vais essayer de le Ok, retrouver d'accord. dans le chat si vous l'avez pas. Oui, oui, sinon, je cherchais. Et donc, toi, en termes d'environnement de développement, c'est quoi? Donc, c'est Visual Studio avec avec du cloud payant Ouais. et ton .md qui est en fait un copier-coller de celui de Caparty. Oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est Claude Code, quoi, globalement, qui est donc que j'utilise un peu en ligne de commande. Tu peux l'utiliser avec VS Code, tu peux l'utiliser avec d'autres IDE, voire pas du tout. En fait, tu peux vraiment l'utiliser en mode Donc, terminal. Ça dépend. quand tu dis en ligne de commande, c'est-à-dire tu l'utilises comment, toi, là? Ah bon, alors ça, c'est une question de choix personnel ou d'envie. Enfin, si tu veux être. C'est un côté. C'est plus sympa de l'utiliser comme une extension VS Code, où tu as un panneau de chat à côté, comme tu l'aurais. Enfin, tu retrouves plus le principe de chat. Mais. À la pratique, en fait, tu as aussi le mode terminal où en fait tu rentres dans un terminal, tu te mets dans un dossier, tu tapes Claude et ça ouvre Claude dans ce dossier. Et à partir de là, tu peux chatter avec lui directement sous forme ligne de commande. Et ce qui est bien, c'est que t'as des fonctions slash qui te permettent d'aller plus vite. Tu as plus de paramétrage possible en fait dans le terminal que dans le VS Code. Et surtout, du coup, tu peux l'utiliser vraiment comme un terminal qui peut marcher dans plein de cas. C'est-à-dire, je fais du code avec, mais je fais aussi. En fait, je suis en train de faire mon assistant personnel avec qui manipule juste des fichiers MD, mais dans lequel tu as toutes mes notes, mes tasks, etc. Et tout ça, tu peux le faire avec ce même outil qui est le terminal. Bon.
Honnêtement, c'est beaucoup moins sexy et facile à utiliser, Ouais, je mais une comprends. fois qu'il est pris, c'est vraiment très chouette, quoi. D'accord, et donc à ce moment-là, donc toi, tu lui fais des prompts quoi, dans le terminal et il va modifier l'arborescence, les fichiers, soit il est ancré, soit il les modifie, Ouais, etc., ouais. etc., quoi. En fait, c'est ce que tu as décrit, tout l'enchaînement de discussions que tu as décrit. C'est juste que tu le Oui, fais directement dans un dossier sur ton computer et il va créer lui-même les fichiers, les modifier. Tu vas pouvoir aller valider les modifications. Pour peu que tu mets un Git là-dessus, c'est facile de versionner, etc. Mais c'est dans un environnement avec des skills. T'as mis un harnais qui fait que, tu vois, le côté jagged que tu vois, tu l'auras toujours un peu, oui, mais tu peux beaucoup plus le maîtriser parce que tu sais lui dire, bon, bah, en fait, la façon de code de Python chez moi, c'est comme ça. Éventuellement, tu peux lui donner des MCP vers des documentations qui vont lui permettre d'avoir d'autres standards assez connus. Et du coup, ça le guide beaucoup plus, quoi. T'auras moins souvent les problèmes que tu as rencontrés. Tu en auras quand même. oui. Mais là où je te Donc, rejoins, ouais, par contre, ce qui est vraiment ouais, ouais, je top, comprends. c'est le début. Ce qui est vraiment intéressant, c'est vrai que ce qui est bluffant, c'est il te sort des trucs. Enfin, il te permet d'accéder à des choses que tu n'aurais jamais été explorées parce que ça te prendrait trop de temps, ce serait trop compliqué. Ça te donne des idées assez géniales. Et surtout, l'exécution est faite comme ça. Alors que toi, même si tu avais l'idée, il te faudrait des heures avant de le créer, et ça reste absolument magique. Mais je t'engage Voilà. vraiment à essayer de passer à un outil agentique parce que, en gros, tu vas passer à l'étape d'après, c'est-à-dire euh, ça s'auto-alimente et surtout tu capitalises sur ce que tu as fait avec la machine. Tes normes de détente, ta façon de voir, tes choses vont être stockées au fur et à mesure et donc tu as des intérêts composés, quoi, on va dire. Non, je comprends. En fait, il y aurait presque deux expériences à faire. C'est donc je me prends un cloud payant et je refais les mêmes prompts. Déjà, tu me dis que le modèle est meilleur, donc enfin un cloud payant, et je refais les mêmes prompts déjà pour voir ce qui me sort. Et ensuite, je fais la même chose avec le MD de Carparty, quoi. C'est comme ça, quoi. Bah, avec un harnais agentique, Oui, c'est donc du ça. coup, il va lui-même voir la structure de tes fichiers, la structure de. Oui. Oui, mais si je repars de zéro juste pour Oui, oui. tu vois, faire l'expérience, pour voir finalement c'est quoi les trois niveaux. Tu as, le Claude généraliste, le Claude Code utilisé comme enfin, en prompt, et le Claude Code équipé d'un skill. Ça pourrait être ça le truc, quoi. Ouais. Mais tu vois, typiquement, le truc où tu as dit, j'étais en train de faire une librairie Polars, et puis d'un coup, il m'a sorti, tiens, utilise Pandas. C'est complètement con. Oui, Là, très clairement, ouais, tu n'aurais pas ça. T'aurais pas ça là-dedans, parce qu'en fait, la première chose que tu fais en discutant avec la machine, c'est que tu lui dis, en fait, quelle est ton intention, qu'est-ce que tu as envie de coder. Et ça devient carrément une directive quelque part générale, alors qui va sauvegarder normalement soit dans sa mémoire, soit si toi tu lui demandes dans un cloud ou un skill, mais en tout cas là, ton intention elle sera définie. Et s'il te fait des trucs comme ça, tu lui dis tout de suite, non mais en fait je veux que du Polars et plus jamais ça n'arrivera quoi. non, non, ça, je l'entends. Mais c'était. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux. Enfin, ok, je vais réfléchir à ça. C'est de voir c'est quoi la différence. Enfin, comme là, j'ai un peu explicité ce que j'ai fait à la mode, disons, papy, de regarder un peu les différentes. Les deux autres façons de faire. Donc, enfin, de partir sur Cloud Code, et puis après, avec ou sans skill, pour voir vraiment la différence. Quoi, tu vois, parce que là, Mm. enfin, j'ai la matière, j'ai le matériel pour ça, quoi. Le Ouais, matériel. Non, non, c'est intéressant. J'ai une question, Oui, ouais, peut-être sur le signal breakdown là, que oui, je trouve oui, intéressant sur la méthode de scoring. oui, oui. Euh, Sur la méthode de scoring, est-ce que vous avez essayé de chercher d'où lui est venue l'inspiration de découper les requêtes selon ce scoring-là? Est-ce que derrière, il y a un papier de recherche ou est-ce qu'il y aurait une librairie GitHub qui aurait déjà implémenté la méthode? Ouais, alors je crois pas. En revanche, on peut essayer de revenir dans mon. Parce que là, on ne le voit pas. Hop, on peut juste remonter dans mon historique. Voilà, c'est celui-là.
Et donc, de mémoire, non, en fait, d'emblée, on comprend il analyse l'output de explain. Ça, c'est tout. En fait, c'est tout ce texte-là, en fait, que je suis en train de retrouver là. Et donc, il est assez technique, en fait, dans le sens où il se rend compte qu'il va y avoir des expressions là quand on fait du method chaining, des choses comme ça. Et donc, il explicite un peu son truc. Non, non, il n'y a pas de. Mais ouais, il ne s'inspire pas d'une Il y a pas source. de- il y a pas de source. Et d'ailleurs, Est-ce qu'on pourrait essayer de lui demander là, en direct? alors en fait, Bah, oui, c'est sûr et qu'on j'ai est totalement dans déjà la discussion. Ah ouais, il va peut-être. Ouais. dans celle-là, là. Ouais. En fait, moi, alors, avant de faire En ça, fait, la question derrière, c'est qu'est-ce qui relève de la créativité et qu'est-ce qui relève du plagiat, en fait. alors, en fait, j'ai commencé à réfléchir à ces trucs-là parce que je réfléchissais à présenter une espèce de talk à une conf là-dessus. Et voilà. Attends. Et voilà, c'est peut-être ça. J'ai cherché, je lui ai demandé s'il y avait des papiers s'il y avait des papiers, voilà. Non, c'est pas celui-là. Mais je lui ai demandé s'il y avait des papiers sur la mesure de la complexité, des choses comme ça. Il a, D'accord. il trouve des trucs, mais c'est un peu ancien, quoi. C'est pas vraiment un D'accord. sujet. C'est pas vraiment un sujet. Parce que moi, ce que je trouvais hyper intéressant du coup derrière, c'est se dire est-ce que les données d'apprentissage de Claude sont toutes disponibles sur Google et est-ce qu'on peut toutes les retrouver ou finalement est-ce que Claude permet aussi d'accéder à des ressources qui ne seraient pas disponibles sur Google, voilà, qui auraient été acquises par Claude voilà, Oui. d'une méthode, d'une manière ou d'une autre et du coup permettrait. Oui, je comprends. C'est quelle est l'origine de ces poids, quoi. Voilà. Ouais. Là, j'avoue que oui, effectivement, je l'ai pas questionné, je l'ai pas questionné là-dessus. De la même manière, il y a une autre question que j'ai pas questionnée, c'est les tiers là, les niveaux. Pourquoi Parce que le very complexe, on y arrive très vite en fait. Ouais, le complexe arrive assez vite. Après, quelque part, c'est arbitraire. Le tout est de comparer les trucs. Enfin, on veut comparer deux applis, il faut les comparer avec le même thermomètre. Après, voilà, il y en a, c'est les Celsius, l'autre des Fahrenheit, on fait comme on veut. Mais je reconnais que ouais, je l'ai pas questionné sur mais d'où ça vient ces trucs. Oui, c'est intéressant. Donc, je veux bien, vous voulez qu'on essaye là. Tu veux on peut essayer. Hein. How did you decide the weight and the weights for the signal, il appelle ça signal breakdown. complexity and score calculation? Calculation. Bon, ça va? What are your sources? Comment? What are your sources? Ouais, ok. What were your sources? Same for the tier threshold. Ouais, ok. Allez, on essaye. Voyons voir ce qui nous sort. Les premières requêtes datent de quelle date? Bon, ça fait un mois. Hein. Ah oui, d'accord. Honestly answer. I made them up. They are educated guesses, not derived from any machin. Voilà. Voilà. Donc. Ok, c'est intéressant. The threshold. By mentally simulating a few representative queries. D'accord. Mais ce qui est impressionnant, c'est que soit c'est la vérité, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a quand même des capacités de raisonnement qui sont assez balèzes, soit c'est un mensonge. Ah oui, je ne le partage plus là. Il y a je le partage le truc. Il y a un papier de recherche, qui
qui a été pompé, quoi. Ouais. C'est ça qui est, Ouais. ça qui est dingue. Mais en fait, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas si c'est. Oui, oui. Enfin, en tout cas, on a l'impression que c'est empirique. Enfin, tel qu'il rédige le truc. Que c'est un pur raisonnement. Pourquoi je partage pas là? Pourtant, Que c'est un pur raisonnement logique. Ah non, si je fais ça, ça. Ah oui, parce que c'est pas la bonne. Ça partage là ou pas? Non. D'accord, ok. Bon. D'accord. En fait, ouais, c'est empirique, c'est un raisonnement logique, c'est empirique. Bonne question. Mais c'est infini, quoi. Enfin, C'est ça. Ce qu'on découvre et ce qu'on peut imaginer, ou comment dirais-je, ou réfléchir, faire de la méta-réflexion sur ce truc-là, c'est assez infini. Je n'avais pas du tout pensé à ce type ce type de problématique. Voilà, voilà. D'ailleurs, sur un sujet comme ça, tu aurais peut-être pu faire un deep research. Tu vois, moi, sur un sujet comme ça, j'aurais imaginé que tu aurais exploré la littérature existante, en gros, sur les mesures de Oui, ouais, performance. ça je l'ai fait, genre, full prompt. Je l'ai fait, en fait, alors je l'ai fait a posteriori. Je lui ai demandé des références sur ça. Alors, moi, je connaissais un peu le sujet parce que j'avais joué avec SonarCube, mais c'est des techniques assez basiques où il compte, enfin, c'est de la programmation classique. Donc, en gros, il compte le vocabulaire, des choses comme ça, le vocabulaire qu'il y a dans le code. Voilà, ça revient un peu à ça. Et puis, j'ai plus le prompt là, mais il m'a trouvé un certain nombre de références là-dessus, y compris une où il y a des gens qui font ça avec des requêtes SQL, qui ressemblent le plus à du Polar. Mais effectivement, oui, je suis pas parti de. Mais c'est pas si facile que ça de trouver des choses sur la, la complexité enfin, d'écriture et de la cognitive complexity, il n'y a pas tant de trucs que ça. Enfin, voilà, c'est assez. Et puis c'est assez. La recherche là-dessus est assez variée. Parce que ça va de la psychologie ou à des trucs comme ça. Enfin, tu vois, Non, non, je dis ça parce qu'au-delà du fait que, bon, tu peux peut-être trouver des trucs qui répondent déjà à ta question, mais le fait de lui faire un deep research lui donne un contexte pour lequel il peut être ensuite plus intelligent. Parce que du coup, il a dans les mains, tu vois, D'accord. il n'utilise pas juste sa mémoire enfin, d'apprentissage pour dire, tiens, je te balance un truc qui est intelligent, mais c'est, voilà, maintenant, tu lui donnes une bibliothèque avec des éléments de recherche qui donnent, voilà le state of the art. Moi, ça me Ouais. va pas, c'est pas comme ça que je le veux, fais-moi un truc, et du coup, euh, il peut peut-être te proposer encore un truc encore plus subtil parce qu'il a un contexte qui est plus rempli, quoi. Mais bon, là, dans ton cas Et donc d'usage, là, quand tu dis. t'as eu tout de suite un truc Ouais, qui te dit bien, c'est bon. mais donc là, ça veut dire quoi techniquement? C'est-à-dire qu'il faut que je lui demande déjà de trouver des papiers de recherche sur le sujet. Ouais, alors sur Claude, je sais pas s'il sait faire ça, j'imagine, mais sur Google Gemini ou ChatGPT, tu as un mode Deep Research où en gros tu lui dis quelle est ta question générale. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup pour les questions de recherche, justement. Je veux dire, et je lui demande très spécifiquement de trouver donc, des éléments. Et tu peux l'orienter en disant bon, tu recherches que des trucs de recherche scientifique dans des revues connues, etc., pour qu'il se focus, parce que sinon, il peut trouver des trucs sur Internet, des médiums qui ne sont pas terribles. Et en fait, l'objectif de la Deep Research, c'est qu'il balance en parallèle des tonnes de recherches web. En gros, il va faire les 200 recherches que toi, tu n'auras jamais le temps de faire. Et donc, il ramasse tout un ensemble de paquets de documentation. Et à partir de ça, il va te faire un rapport par Ouais. rapport à ta. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu chiant qu'il te fasse un rapport parce que des fois, tu n'as pas envie d'avoir les 30 pages de réflexion. Mais il t'a ramené des ressources intéressantes et généralement des synthèses pas déconnantes. Mais surtout après. Ces documents de ressources, tu peux les garder comme contexte pour le faire travailler derrière. Un outil qui est top pour ça, c'est Notebook LM de Google. C'est Oui. assez excellent, quand tu as tout ça intégré en fait. Tu poses ta question, tu peux lui donner des documents et il va te proposer d'aller faire des recherches complémentaires pour ramener d'autres documents. C'est une vraie base documentaire de travail qui est très impressionnante, quoi. Mais bon, c'est quand tu as envie vraiment d'être à la pointe du truc, là. Je pense que pour ce que tu voulais faire, c'était très suffisant, hein, ce que tu as fait. Ah non, bien sûr. Non, mais pareil, ça pourrait être. Parce que maintenant, finalement, il y a la structure. Après, le scoreur, alors que je n'ai pas présenté parce que il y a beaucoup de greffes et de trucs comme ça, t'imagines, parce il faut qu'il analyse le explain. Il peut être réécrit sur la base de fondements plus scientifiques
que finalement les heuristiques qui sortent, et tout le reste resterait valable. Et là, ce serait juste effectivement de réécrire la partie vraiment le cœur du truc qui est le scorer, et de demander juste de réécrire cette partie-là. Parce que finalement, il y a une fonction à réécrire, je sais pourquoi c'est score complexity, et puis voilà. Et à ce moment-là, après le reste ne change pas. Là, voilà. Oui, non. Enfin, l'architecture générale ne change pas, c'est juste le scorer qui pourrait s'appuyer sur les papiers. Oui, non, c'est intéressant. Des bonnes idées, tout ça. C'est bien de. Merci aussi de proposer là, cette intervention, puis que c'est intéressant d'avoir un regard d'expert sur un sujet très pointu, parce que comme ça permet aussi de challenger les réponses, ce qui n'est pas toujours évident à faire sur tous les domaines qu'on peut traiter avec l'IA. Non, des bonnes idées. Très, très content de cette presse, parce que ça met un peu sur le grill et c'est. C'est assez intéressant. Comme moi, j'étais le comment ça qui m'a quand même un peu surpris dans les deux sens, à la fois sur des choses où il a proposé des choses que je n'avais pas du tout en tête, et puis bon, évidemment, les choses un peu problématiques. Mais voilà, bon, ça me donne de bonnes idées. Une dernière question. Oui. Est-ce que vous lui avez demandé finalement pourquoi est-ce qu'il avait écrit la requête en panda, là, quand il était passé sur du panda non. Je pense qu'il a juste plus l'habitude de voir du panda avec du polar. Et là où je suis par exemple étonné, bon, là, les trucs des dictionnaires, il écrit pareil l'ancienne méthode. En revanche, il n'écrit pas les F-strings, là, il écrit les F-strings. Même ChatGPT, au moment du code, il écrit des F-strings. Il a éduqué spécialement pour ne pas faire le pourcent machin à l'ancienne, là, en Python 2, mais au moins, ça a été nettoyé. Enfin, je sais pas. Je sais pas, tu as un avis là-dessus, Frédéric, là, sur Comment? C'était un peu au niveau du micro, donc j'ai pas entendu ce que tu disais sur les strings. C'était comment ça, tu vois, les F-strings, il fait les F-strings, il fait pas le pourcent fait à l'ancienne Python, là, quand tu voulais formater des chaînes. En revanche, on parlait du panda, là, qui est. Ça coupe encore, là, j'entends pas. Allô, allô? J'ai dit, j'entends plus, là. C'est dingue, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Et il est coupé. Ah, Et là, tu yes. m'entends? Ouais, je Bon, t'entends, là. désolé, je sais pas, il s'est coupé, je sais pas ce qui s'est passé. Qui s'est arrêté? Ce que je Ouais, donc disais, tu me c'est disais, bon là? les F-strings, il les fait bien, mais dans Panda, ça te faisait des trucs pas terribles. Ah bah voilà, on a. Alors attends. Ah oui, alors il faut. Ton micro à toi. Comment? Il faut que tu actives ton micro à toi. Oui, moi je viens de l'activer. Tu peux parler, Christophe? Oui, Frédéric? je t'entends. Non, mais Par contre, il faut que tu mettes. j'ai mis le son, mais ça marche pas. Ah, moi je parle là maintenant, vous m'entendez Ah pas? non, on n'entend plus. On n'entend plus. Ah, Bon, bah écoute, Connecté. pas bah, grave. je sais pas, vas-y. Ah, attends. Oh, Tu Frédéric, tu m'entendais? parles? Ah, Ouais? voilà. Ah, c'est C'est bon. bon, ça remarche. Non, ce que je disais, c'est donc l'histoire de Panda, là. J'ai une question sur est-ce que je lui ai demandé pourquoi il m'a fait du panda. Alors, je n'ai pas posé la question. La réponse, à mon avis, c'est parce que c'est le truc le plus fréquent. L'histoire des poids des dictionnaires, là, c'est qu'il est, enfin les poids, les pipes là des dictionnaires. Pourquoi il a proposé la vieille méthode et pas la nouvelle? Je pense que c'est aussi une question de fréquence, enfin peut-être de récence. En revanche, les F-strings, ce que j'expliquais, c'est que enfin tous les que ChatGPT, Claude, etc., ils font tous des F-strings, ils font pas les strings à l'ancienne avec les pourcents, là, tu sais, le formatage des chaînes. Et je sais pas d'où ça vient, ça, comment enfin, est-ce ils ont entraîné les modèles pour éviter enfin, tu vois, Je ne saurais pas parce te que dire.
Ouais, mais ce qui est sûr, c'est que sur le modèle Claude, enfin, pourtant, derrière, j'allais dire, en fait, dans un Claude Code, il va être plus focus, mais en fait, c'est le même modèle derrière, donc il n'y a pas de raison, plus dans le format. Euh, Oui. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, à partir du moment, ce qu'il faut, c'est quand tu commences à travailler avec un Claude dans une raison de code, tu lui donnes justement tes librairies ou tes versions que tu utilises pour qu'en fait, ils se perdent pas entre. En fait, le modèle, c'est comme s'il avait une bibliothèque énorme. Il a vu du Python depuis l'origine jusqu'à maintenant. Il pioche dedans en fonction de la présence statistique de ces trucs-là. Donc, des fois, il va te sortir du récent, des fois de l'ancien. Mais en fait, c'est assez. Voilà. Et moi, un truc qui m'avait énervé, par exemple, avec Polars, c'est au départ, quand je n'utilisais pas un outil comme ça, la syntaxe Polar était souvent fausse. Oui. Il hallucinait en fait le truc. Et puis après, j'ai mis un MCP vers Context7. C'est un site sur lequel il garde toutes les documentations de en gros, de tous les langages de programmation avec les versions. Donc tu peux lui dire, moi, j'utilise telle version de programme. Il va télécharger ou il se met en connexion avec le serveur de Context7 qui lui donne en gros le guide utilisateur des bonnes pratiques dans cette version-là. Et du coup, il te fait plus jamais d'erreur, quoi. Alors, plus jamais, Ok. il en fait, mais c'est plus rare. Mais bon, tant que tu lui dis pas, en fait, c'est toujours, enfin, avec les IA, c'est Ouais. toujours une question de contexte. Si tu lui donnes pas le contexte, tu lui donnes trop de liberté, il va partir un peu dans les choux. Si tu le contrains, tu lui dis bien, précise ton cadre de travail, il va rester dedans, quoi. Oui, oui, je comprends. D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est à toi de nous faire un atelier sur l'agenting coding, Frédéric. Bon, donc, bon, d'une part, il y a des gens plus pro que moi, et puis surtout, moi, j'ai pas la pédagogie que tu as de tracer un travail et de le reporter comme ça, c'est vraiment très sympa. Et puis, tu as un sujet qui, moi, ne me serait jamais venu à l'esprit, qui est assez technique mais qui est intéressant. Et donc, la démarche est cool. Moi, c'est vachement chouette de pouvoir échanger sur un sujet très concret et de partager des pratiques qui nous font tous évoluer, quoi. C'est très bien. Oui, 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 non, exactement. C'est un peu l'objectif c'est l'objectif du club, si je, si je ne m'abuse. Non, non, bah, merci de votre présence à tous les deux, à trois, parce que, voilà, enfin, en tout cas, pour moi, c'est assez intéressant d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Et puis bon, j'espère que ça vous a quand même vous avez appris des trucs et que ça vous a intéressé, même si c'était du web coding un peu équipé, mais enfin, je trouve que ça permet de mettre le doigt sur un certain nombre de choses. Après, je retiens tout ça. Bon, il va falloir que je mette. Et donc, toi, tu as pris quoi? Tu as pris l'abonnement pro à 20 euros, c'est ça? C'est quoi ton plan? Ouais, j'arrive parce que je code pas intensivement, donc à $20, ça suffit. J'ai d'autres gens dans les boîtes que je connais qui sont au moins à $100 pour pouvoir consommer du code assez facilement. Mais $20, avec 20 euros, enfin $20, tu fais déjà pas mal de choses, hein. D'accord. Il y a pas de souci. Ok, ok. Ouais. D'accord, d'accord. Ok, bah écoute, merci. Merci. Merci beaucoup. Et bah écoute, à bientôt, Frédéric. Ah, putain. Bonne soirée.